pensez qu'on se parle à nous. Faites-le comme vous l'avez fait, en articulant bien, en prenant votre temps. Voilà. Alors, nous sommes le 17 octobre, journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Rassemblés aux abattoirs, les témoins du vécu militant ont souhaité s'adresser au nouveau gouvernement fédéral. Pourquoi? Parce que ce nouveau gouvernement fédéral a mis dans sa déclaration de politique fédérale qu'il voulait développer un plan de lutte contre la pauvreté et a désigné une ministre en charge de la lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est déjà une victoire du réseau belge de lutte contre la pauvreté et une victoire des organisations qui s'occupent du handicap qui, ensemble, ont revendiqué pour dire on veut un ou une ministre en titre qui ait le pouvoir de décider, qui ait les budgets pour décider. Jusque-là, on a eu des commissaires et pas une ministre en titre. Et donc, ces personnes étaient soumises à des décisions de ministres. Donc, c'est une première victoire. Alors, la deuxième victoire, c'est un nouveau plan. Et un nouveau plan où le gouvernement annonce la participation des organisations de lutte contre la pauvreté, donc des réseaux comme les nôtres. Ça veut dire des personnes concernées. Et aujourd'hui, deux des témoins du vécu militant du réseau de lutte contre la pauvreté ont envie de dire au gouvernement fédéral l'importance de la participation, l'importance qu'elles connaissent de cela et ce qu'elles peuvent apporter au débat pour que le gouvernement fasse de meilleurs choix. C'est Françoise qui va prendre la parole en premier pour nous parler de cette participation. Tout d'abord, bonjour à tous. La participation dans le réseau. Pour moi, cela m'a permis de rencontrer des personnes dans la même situation que moi, à leur faire partager un peu de mon expérience sur le thème de la santé et celui du logement. J'ai aussi réalisé que ma situation n'était pas due exclusivement à moi, mais à la mauvaise prise en charge des plus fragiles par notre société. Ma rencontre avec le réseau m'a ouvert l'esprit sur des réalités des choses de la vie. Et depuis quelque temps, en partant de ma maison de quartier, je suis appelée à aller témoigner dans les hautes écoles qui forment les assistants sociaux et les éducateurs. Les témoignages permettent aux étudiants de mieux cerner la réalité des gens vivant en situation de précarité. J'ai également eu l'occasion de partager mon expérience dans un reportage réalisé par la RTBF sur le coût des lunettes. J'y ai expliqué le parcours que j'ai effectué pour pouvoir les obtenir, car pour moi, elles étaient essentielles, car sans elles, ma vie ne serait bien plus compliquée encore.
Merci Françoise, et Geneviève va venir ajouter un complément d'information sur cette dynamique de participation sur laquelle le gouvernement peut compter, et on le rappellera à la ministre en charge de la pauvreté. Nous sommes là, nous sommes disponibles pour apporter les savoirs des premiers concernés. Monsieur le Premier ministre, cher vice-premier ministre, cher ministre, cher secrétaire d'État, j'ai eu la chance de participer à plusieurs rencontres européennes de personnes en situation de pauvreté. Il existe également des rencontres avec le SPP Intégration sociale qui sont organisées entre les travailleurs sociaux et civils et les personnes en situation de précarité pour réfléchir à des stratégies de lutte contre la pauvreté. Le réseau flamand, le réseau wallon, le réseau belge et le réseau européen travaillent de concert avec les personnes en situation de précarité sur divers sujets, et notamment sur le revenu. Il est indéniable que le revenu, tout comme le logement, la santé, l'énergie, la mobilité, est une clé de voûte pour sortir les personnes de leur situation de pauvreté. Qu'ils soient d'un travail ou d'une allocation sociale auquel ils ont droit, le revenu doit être au minimum égal au seuil de pauvreté et idéalement supérieur afin d'aller vers plus de droits à l'aisance. Il est certain que seuls ceux qui vivent au quotidien la pauvreté ont l'expertise de dire ce qui peut leur permettre de vivre dignement. Nous avons en effet beaucoup d'expérience dans le domaine. Nos nombreuses réflexions nous permettent de vous donner des pistes de recommandations qui sont des outils efficaces mis à votre disposition et que vous pouvez utiliser aisément afin d'éradiquer la pauvreté. Je peux vous donner aussi quelques chiffres éclairants sur la situation de pauvreté selon les chiffres AROP. C'est le risque de pauvreté monétaire et d'exclusion sociale. En Wallonie, 24,6%. En Flandre, 13,2%. En Belgique, 19,5%. En Europe, 17%. En économie, ces pourcentages de pertes sont des catastrophes. Sur le plan social, c'est de la maltraitance organisée et autant de manques à gagner pour la société. Merci. Merci Geneviève. Et donc, on voit que Geneviève a largement planté le décor de la question des revenus. Et on va rester sur les revenus parce que ça reste quand même la clé, une des clés principales pour éradiquer la pauvreté. Et dans l'accord du gouvernement, on parle du fait que le gouvernement voudrait augmenter les allocations sociales en direction du seuil de pauvreté. En direction du seuil de pauvreté, ça nous paraît timide. Et ça nous paraît peut-être lent aussi de le dire comme ça. Et donc, on va proposer à Dominique, accompagné de Mario, de venir vous rappeler la réalité pour vous dire l'urgence d'intervenir au niveau des revenus. Dominique et Mario, c'est à vous. Bonjour à tous. Population et gens désenchantés, une nouvelle réalité. Les politiques ont dit, comme dans un célèbre jeu Chacun dit, nous devons augmenter les revenus jusqu'au seuil de pauvreté. Les seuils sont de plus en plus durs à passer. Pour avancer, nous franchissons ces étapes, mais elles laissent nos proches, nos concitoyens, sur le bord du chemin. La pauvreté nous laisse KO, sans ressources. Pourquoi ? Parce qu'à notre époque, nous trouvons injuste de devoir toujours faire des choix quotidiens. Manger ou s'habiller. Passer une journée de détente ou payer une facture. Un peu de confort ou une visite chez le médecin. Nous voulons simplement pour nous et les autres une vie humaine et décente, ensemble ce jour et pour le futur. Maintenant, je vais vous lire un témoignage de Dominique. Ce fut une période difficile pour moi, ma fille et ses 2 enfants. À cette époque, je vivais seule et je touchais du chômage, comme isolée, à peu près 900 € par mois. Ma fille avait trouvé un appartement de 2 chambres, difficilement. Le problème, c'était le loyer de 700 € plus ses charges, qui se révéla impossible à payer pour elle. Elle a dû se résoudre à quitter son logement.
Ne sachant quoi faire, où se loger, ils sont venus chez moi. Ma situation comme isolée n'était déjà pas facile, car mon loyer était de 550 €. Mais seul, je pouvais rogner sur plein de choses. Le chauffage, je ne chauffais qu'une pièce. Je faisais attention à ma consommation d'eau et d'électricité. Quand ils sont venus habiter chez moi, mon statut a changé. Je suis devenue chef de famille. Mon revenu est passé à 1200 € et ma fille est passée au statut cohabitant. Ce revenu était tombé à 450 € par mois. Nous disposions d'à peu près 1600 € pour vivre à 4. Ma fille dormait avec ses enfants dans la chambre et moi dans le salon. Le gros problème était que la maison n'était pas bien isolée. Problème d'humidité. J'avais des radiateurs percés. Nous avons dû affronter 2 hivers difficiles. La chaudière tombait souvent en panne. Et quand elle n'était pas en panne, c'était l'argent qui manquait pour pouvoir remplir la cuve de mazout. La solution que l'on a trouvée, nous avons acheté un poêle à pétrole d'occasion, et puis un autre le mois d'après, pour essayer de chauffer. Que dire chauffer? Plutôt couper le froid un maximum. C'est là que j'ai eu un de mes plus grands dilemmes de ma vie. Non seulement les poêles tombaient souvent en panne, mais quand ils marchaient, ils nous empoisonnaient. Il y avait une forte odeur de pétrole. Nous avions des difficultés au niveau de la respiration. Les enfants étaient souvent malades, et mon cœur se brisait en les voyant vivre dans cette maison froide et humide. Le dilemme était que pour qu'ils puissent avoir un peu de chaleur, je devais les empoisonner. Imaginez-vous les problèmes d'hygiène, se laver dans le froid, l'odeur, l'estime de soi. Pour les enfants, ne fût-ce que pouvoir les habiller convenablement, pour qu'ils ne soient pas stigmatisés. Je ne vous parle pas des fins de mois difficiles, surtout pour les enfants. À ce sujet, depuis cette époque, je ne sais plus manger de fricadelles qu'on pouvait acheter à 1,50 €. Merci. Merci Dominique et Mario. Et Catherine va venir rejoindre le pupitre pour accentuer une dernière fois l'importance du salaire et que le gouvernement fédéral le comprenne bien à travers un texte qui a une forme plus poétique. Voilà Catherine. Merci. Salaire et misère. Vivre demande certains moyens. Certains les ont, d'autres beaucoup moins. Le travail doit permettre de subvenir à ses besoins. Pourtant, on en est bien loin. La vie est une addition de dépenses. Tout coûte cher quand on y pense. Les salaires sont-ils adaptés au coût de la vie? Parvient-on à la fin du mois à faire des économies? A-t-on les moyens de faire face à un imprévu ou est-ce qu'au moindre pépin, on est foutu? A-t-on la possibilité de vacances ou de loisirs? A-t-on les moyens pour s'épanouir? Que reste-t-il à un employé quand tout est payé? Le loyer, l'eau, le chauffage et l'électricité. Rien que cela, c'est un budget énorme auquel se greffent d'autres sommes. Assurance auto, santé et habitation. Frais d'internet et de communication. Après avoir payé tout cela, ce qui reste, ce n'est pas la joie. Et pourtant, il faut bien se nourrir et aussi acheter de quoi se vêtir, sans oublier aussi les enfants qui ont des frais dus à l'enseignement et des besoins particuliers en habits, nourriture, soins et activités. Voilà de quoi est fait un mois normal. Et c'est déjà pas mal. Des postes de dépenses, on en a plein. Mais a-t-on tous les moyens? Le salaire d'une famille suffit-il à subvenir à ses besoins utiles? J'entends de plus en plus de travailleurs sombrer dans les dettes et dans la peur. Frayeur passagère ou plus durable? D'un jour ne rien avoir à mettre sur la table. Le coût de la vie est devenu tel que pour réussir à tout payer, c'est le bordel. Si on travaille, c'est pour vivre décemment, pas pour s'endetter au fil du temps. Il est temps que les choses évoluent, que notre activité soit mieux reconnue, que chacun puisse avoir une somme d'argent raisonnable pour vivre de façon acceptable. Car pour l'instant, c'est la misère qui arrive, et le peuple a du mal à vivre. Salaire et misère, ça rime bien, mais cela ne rime à rien.
Cela n'a aucun sens d'appauvrir la population qui mérite bien plus de considération. Il faudrait revoir un peu le système sans poser problème. Revoir le sens des priorités pour que chacun soit soulagé. Revoir le monde différemment. Que chacun ait assez d'argent afin de vivre décemment. Merci Catherine. Et pendant que Catherine rejoint sa place, eh bien, on va enchaîner directement avec un autre aspect qui est abordé, mais de façon de nouveau très timide et prudente dans l'accord du gouvernement. Il s'agit du statut cohabitant. On en parle très peu. C'est des petites touches par-ci, par-là. Alors qu'on le sait, il y a des années que beaucoup d'organisations revendiquent que ce statut disparaisse. Et donc, Maurice va une fois de plus venir rappeler au gouvernement l'importance que ce statut disparaisse. Mesdames, Messieurs, savez-vous que le statut cohabitant favorise la monorésidentialité en brisant les solidarités citoyennes? D'un point de vue familial, il pousse les jeunes à quitter le nid précocement. D'un point de vue transgénérationnel, il empêche les allocataires sociaux de vivre avec des parents âgés. Il freine aussi les solidarités avec les personnes handicapées, ce qui les conduit à leur isolement. D'un point de vue de la conjugalité, il empêche les personnes de vivre en couple et les oblige à choisir plutôt de vivre seuls. Il maintient également les allocataires sociaux dans la pauvreté en leur ôtant même la possibilité d'en sortir. Enfin, il prive les allocataires sociaux de la possibilité d'accéder à la propriété de leur logement en augmentant inutilement le nombre de logements nécessaires pour tous. Pour illustrer un petit peu ceci, je vais vous lire un texte. Vous vivez avec votre amour, logement, boulot, argent. Le bonheur chaque jour. Aucun problème pour vivre décemment. Puis, du jour au lendemain, l'un de vous perd son emploi. Vous êtes inquiet pour demain. Vous savez le peu auquel il a droit. Vous essayez de tenir le coup, mais les frais sont pareils qu'avant. Et vous avez trop peu de sous. Vous voilà précaire économiquement. Vous découvrez le statut cohabitant et la souffrance de n'avoir qu'un revenu à moitié. Quelle incompréhension d'avoir cotisé longtemps pour ne même pas avoir de quoi subsister. Pour en sortir, vous cherchez de l'aide. Vous vous privez de plus en plus, votre vie devient compliquée et laide. Trop de soucis vous tombent dessus. Les factures s'accumulent et les impayés aussi. Et le forum met la pression sur vous. Les démarches et les papiers se multiplient. Vous voilà à courir partout comme un fou. Les choses se dégradent encore, inlassablement, les finances, le moral et votre quotidien. Exclu du chômage, voilà le CPS qui vous attend. Exigeant jusqu'à la justification, même de rien. À bout de souffle, vous ne trouvez pas de solution pour vous sortir, vous et votre amour, de la situation. Votre gros problème venant du statut cohabitation. Vous voilà en train d'envisager votre séparation. Vous croyez que c'est le mieux qu'il vous reste à faire? Vient le temps de changer de logement, de vie. En quittant votre amour, en portant vos affaires, vous souffrez, mais c'est une question de survie. Vous viviez avec votre amour, avant d'être qualifié de cohabitant, et vous voilà seul en ce jour. Voilà à quel point une mesure blesse les gens. Se trouver face à un choix, se sentir obligé de devoir déconstruire tout ce que l'on a bâti de ses mains, juste pour pouvoir parvenir à survivre plus aisément. Est-ce bien pour les personnes concernées d'en arriver à de tels extrêmes douloureux? Il est temps de dire à notre gouvernement concerné à quel point cette mesure rend le peuple malheureux. Non au statut cohabitant, oui à un revenu complet de remplacement, histoire de pouvoir rester soi entièrement et de vivre un peu plus décemment. Merci. Merci Maurice. On a un bon rappel et je pense qu'il faudra l'amener et le ramener dans le gouvernement. Et puis, on voit apparaître quelque chose d'un tout petit peu nouveau dans l'accord du gouvernement quand on parle de lutte contre la pauvreté. Vous savez, d'habitude, le gouvernement dit l'emploi est la solution pour sortir de la pauvreté.
Et ici, le gouvernement, il parle d'emploi durable et de qualité. Alors ça, c'est nouveau, mais qu'est-ce que ça veut dire? On le découvrira avec eux. Mais Audrey va venir nous dire, et vous dire surtout au gouvernement, eh bien, à quelles conditions, en effet, un emploi permet de sortir de la pauvreté? Parce que ce n'est pas toujours le cas. Un emploi durable et de qualité, vous parlez donc de CDI au salaire juste, n'est-ce pas? La fin donc de beaucoup de situations encore trop fréquentes aujourd'hui. Les contrats de tiers-temps avec des horaires où l'on ne sait pas rechercher un travail supplémentaire, exclusion du chômage, les intérims de peu de jours en cascade qui rendent les travailleurs de plus en plus angoissés, les démarches administratives si lourdes et complexes, nécessitant du matériel numérique que l'on n'a pas toujours et qu'on ne maîtrise pas toujours, ce qui brise plus d'une personne. Les métiers mal rémunérés où l'employeur y va au chantage. Vous voulez plus d'heures? Bah, trouvez les clients. Les passages incessants du statut isolé au statut cohabitant pour quelques heures de travail et quelques euros de plus, ou bien souvent de moins. Et alors la paperasse et les ennuis financiers qui vont avec. On ne comptera pas les discordes et les divorces des couples qui suivent. La perte d'avantages comme le supplément d'allocation familiale pour une semaine de travail obtenu par chance, provoquant une attente par la suite de 6 mois pour les récupérer dans les dédales de l'administration, souvent bien trop lente. Les emplois qui, par leurs horaires, voient le salaire mangé par les transports et les frais de garderie, plaçant ainsi le travailleur dans une situation de précarité plus grave que lorsqu'il était au CPS ou au chômage. Les emplois non basés sur les compétences des travailleurs, mais bien sur les avantages des employeurs, qui tiennent sur le fil de la politique qui peut se couper du jour au lendemain. Un emploi durable et de qualité, c'est donc bien ce CDI, mais celui-ci doit être librement choisi et non pas imposé par la peur de l'exclusion du chômage ou du CPS. On se dit à tout de suite. Merci Audrey. Donc on le voit hein, au réseau wallon de lutte contre la pauvreté comme au réseau belge, on parle d'emploi et de travail parce qu'on pense que c'est important l'emploi et le travail, mais pas n'importe comment. Et il faudra revenir sur le sujet souvent. Alors, une autre chose qui est abordée dans l'accord du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté, c'est le sans-abrisme. Et c'est le sans-abrisme sous l'angle du Housing First et de la collaboration avec les régions. Et donc, Domenico, qui a une longue expérience sur le terrain par rapport à cela, va vous partager son avis par rapport à cela. Pour Housing First, il faudrait plus de moyens pour que ce soit viable. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de logements par rapport au nombre d'habitants et de personnes sans abri. Pour y accéder, il faut avoir beaucoup de chance. C'est très difficile de dire qui a le droit et qui n'a pas le droit. Les critères sont compliqués. Si la personne souffre de dépendance à l'alcool, par exemple, ou est malade, elle est prioritaire, et c'est normal. Mais toutes les personnes qui le désirent devraient y avoir droit. Housing First aide les gens pendant un temps. Après, les personnes doivent pouvoir se nourrir seules. Ce n'est pas possible pour tout le monde. Certaines personnes ont besoin plus de temps pour se reconstruire, à l'aide d'assistance sociale dans leur démarche. Les communes regorgent de bâtiments vides. Des personnes sont sans domicile, et cela de plus en plus. Ce n'est pas logique alors qu'une loi permettrait de réquisitionner des logements. Il n'y a pas assez de logements publics. Les loyers dans le privé sont de plus en plus impayables et certaines personnes dépensent la moitié de leurs revenus pour avoir un toit sur la tête. Ce n'est pas normal. Housing First, c'est dans les villes. Les personnes sont en difficulté pour se loger dans les campagnes aussi. Que faut-il pour elles? Qui s'en occupe? Depuis ce vendredi, un couvre-feu a été décidé. Que vont faire les personnes sans domicile d'ici et d'ailleurs? Avec la première vague du Covid, les expulsions ont été stoppées. Après énormément de personnes
se sont retrouvées à la rue dès qu'elles ont repris. Ici, nous voyons arriver une deuxième vague. Nous allons laisser la situation exploser. Merci Domenico, et voilà une interpellation d'importance face au gouvernement. Alors nous allons passer à une transition avec Grazi qui va nous accompagner en chanson et nous partager un texte qu'elle a écrit. Elle va venir s'installer. Pendant qu'elle s'installe, on pourrait dire qu'on peut parler de beaucoup de choses d'autres dans l'accord du gouvernement. On pourra parler de la justice, on pourra parler de la sécurité sociale, on pourra parler de la dématérialisation, de la numérisation, etc., etc., etc. Évidemment, les réseaux de lutte contre la pauvreté reviendront sur tout cela tout au cours de la législature et seront au rendez-vous pour avoir des propositions à faire. Alors, on écoute Grazi. Je ne vois pas. Bonsoir. Messieurs le ministre, la poésie n'est pas que belle, elle est rebelle. Il y a des centaines de silences qui assassinent pendant des siècles et des siècles. Il y a des oreilles pour nous tenir éveillés. Il y a des réveils matins qui sonnent comme des clairons. Clairons. Il y a peu de chants, peu de berceuses. Quand mes poches seront vides, que feras-tu? Quand mon verre sera vide et mon assiette aussi. Quand mes mômes crieront famine, que feras-tu? Oh, 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 oh. Quand mes huissiers frapperont à ma porte et videront ma maison, quand il n'y aura plus rien qu'un compteur à budget, que feras-tu, CPAS? Que feras-tu, gouvernement? Que feras-tu, la Sécu, quand tu entendras tout ça? Oh, 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 oh. Quand nous serons dans la rue avec nos mômes et nos paquets, que feras-tu, Premier ministre? Que feras-tu, gouvernement? Avec ton gouvernement qui s'engueule tout le temps. Oh, 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 oh. Quand nous serons dans la rue avec nos paquets et nos gosses, que feras-tu, gouvernement? Que feras-tu, gouvernement? Quand nous occuperons les bâtiments vides, inoccupés, bien sûr, on nous enverra le huissier. Et si ça tourne mal, on nous enverra la police qui fait ça si bien. Si tu as toujours un gouvernement, oh, 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 oh. Merci Grazi. Alors on enchaîne et on continue parce qu'on a parlé de ce qu'il y avait dans l'accord du gouvernement et puis on le sait, il y a une crise sanitaire, une crise du Covid qui est arrivée et cette crise du Covid
c'est plaqué sur la crise sociale que vous venez de décrire et à laquelle il faut s'attaquer pour éradiquer la pauvreté. Et Noélie va nous apporter son témoignage dans le cadre d'une récolte et d'une série de rencontres qu'elle a fait sur le terrain à ce sujet. Bonjour à tous et à toutes. Cette année, au mois de mars, la nouvelle arrive. Le Covid est dans notre pays et les mesures sont prises dans l'urgence. Un confinement national est annoncé. Les magasins non essentiels doivent fermer, ainsi que les cafés, restaurants, centres sportifs, culturels, les écoles, les aéroports, les ASBL, les bureaux et bien d'autres endroits doivent suivre les mêmes directives. Beaucoup de personnes vont se retrouver du jour au lendemain sans travail, sans salaire et avec tellement d'incertitudes et de peur pour les jours et les semaines à venir. Certains vont avoir la possibilité d'avoir un chômage temporaire, une aide, mais surtout une grosse perte de revenus. Quand par exemple on passe de 2 000 € à 1 000 € sur le mois, la perte est énorme. Le loyer, les factures, les besoins journaliers sont les mêmes. Petit à petit, on doit faire face à des choix de factures à payer ou pas dans le mois, avec l'angoisse de devoir payer les frais de retard. On va faire une croix sur des repas sains et variés. Le budget pour la santé va aussi être diminué, ce qui va aggraver certaines pathologies avec une fragilité psychologique qui va s'installer au fil des jours de ce confinement. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs interviews avec des personnes qui ont eu des pertes de revenus et toutes les situations étaient catastrophiques. Peu importe le métier, la composition familiale, la situation personnelle. Je vais prendre un exemple, même si toutes les interviews mériteraient d'être mises en avant. Je voulais parler du milieu culturel, puisque nous sommes accueillis par le Centre culturel des abattoirs de Baumel. Celui ou celle qui a un statut d'artiste a pu avoir un chômage temporaire, qui les a mis tout de même dans les difficultés. Par contre, celui ou celle qui n'a pas de statut d'artiste, il ou elle ne pouvait pas en bénéficier. 0 €. Personne ne peut vivre dans ces conditions. Il n'y a pas que les artistes qui payent le prix fort, mais aussi tous les métiers qui tournent autour du spectacle, ainsi que tous les travailleurs des salles, des théâtres, des opéras, etc. Certains ont dû demander de l'aide au CPS pour faire un dossier. Pas facile de fournir des papiers demandés car beaucoup d'administrations étaient fermées. D'autres ont dû retourner vivre chez leurs parents et leurs amis. La passion qu'ils ou elles ont pour leur métier peut les porter un moment, mais petit à petit, la réalité de la crise due au Covid va les bouffer dans leur âme et leur cœur. Nous sommes le 17 octobre. Le temps passe, mais la réalité si douloureuse est toujours là. Le Covid est toujours si présent au quotidien. Les indépendants, les restaurateurs, le personnel de l'ORECA, les personnes qui travaillent dans le secteur de titres-services, ALE, les personnes prostituées, les personnes SDF, les personnes sans papier, les étudiants, les familles monoparentales, les personnes pensionnées, les personnes qui touchent de la mutuelle, les personnes handicapées, les personnes précaires, les personnes qui travaillent avec des agences d'intérim, les chômeurs, les personnes au CPS, les employés se posent beaucoup de questions sur leur avenir. Merci. Merci Noélie. Alors voilà, grand défi pour le gouvernement et on sait que cette crise n'est certainement pas simple à gérer, mais le gouvernement peut l'entendre. Les réseaux de lutte contre la pauvreté sont des partenaires pour éradiquer la pauvreté et sont des partenaires aussi pour trouver les bonnes solutions pendant la crise du Covid pour que ceux qui sont déjà affaiblis ne deviennent pas encore plus pauvres dans cette période-là. Et on va entrer dans la dernière phase alors de notre prise de parole, puisque la journée du 17 octobre 2020 au réseau wallon de lutte contre la pauvreté est placée sous l'intitulé du droit à l'aisance. Alors ça peut peut-être paraître ambitieux, disproportionné au gouvernement de revendiquer le droit à l'aisance, mais le réseau a la faiblesse de croire qu'il n'y a pas de raison que certains aient droit à l'aisance et d'autres ne l'aient pas, et que réduire les inégalités doit y contribuer, et donc la lutte contre la pauvreté, évidemment, est un des moyens, un des leviers, et pas le seul pour conduire au droit à l'aisance. Alors on va entendre Damien et Yves qui vont prendre la parole. Damien d'abord. Damien va prendre la parole sur la facette noire, j'ai envie de dire, du droit à l'aisance, c'est-à-dire lorsque ce droit à l'aisance n'existe pas.
la violence d'être privé du droit à l'aisance. On nous traite de rebut de la société sur base de possessions matérielles que nous n'avons pas, telles que l'ordinateur ou la voiture. Cette société avance la richesse matérielle comme une valeur. Si on n'en a pas, on n'a pas accès aux espaces sociaux. On se sent comme un cheveu dans la soupe dans sa propre rue. On te laisse de côté, on te rend moins de service, on est en dessous de l'échelle, on rame et on déprime à cause de cela. C'est la mentalité des gens. Cela tue. Car au final, on se laisse mourir. Ce phénomène crée l'absence de contact et cumulé avec le coût réel des activités extérieures fait qu'on ne peut plus participer, comme boire un verre, aller au cinéma ou au théâtre. L'isolement est renforcé et inévitable quand on a un petit revenu. Au bout du compte, on finit par se retirer de tout, car on n'y croit plus. C'est le cercle vicieux. On est enfermé dans ce cercle. On est mal dans sa peau. Je n'osais plus sortir de chez moi. J'avais peur. J'ai quitté ma ville, car je ne voulais pas montrer la déchéance. Nous voilà dans la déprivation relationnelle. Quel est le coût pour ne pas rester cloué devant la télé, pour autant d'en posséder une? Faire face à la stigmatisation des autres, ne pas suivre leur train de vie, quand on vient d'un milieu social différent, le fait de parler différent, avec d'autres références, mais aussi avoir peur de la domination des autres, de se sentir diminué avec le risque de conflit. Ce sont les plus fragiles qui doivent aller vers les autres. On doit courir pour mériter la reconnaissance des autres. Prouver qu'on existe, c'est usant. Il existe aussi la déprivation émotionnelle. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir aimer et d'être aimé. Être privé d'amour, c'est une forme d'exclusion d'une nécessité humaine. Si elle voit le trou où je vis, elle va déguerpir. Autant éviter les femmes. J'ai peur d'être amoureux et d'être rejeté. Merci. Merci Damien. Et alors on va inviter Yves à venir prendre la parole aussi. Alors pour dire en fait ce qu'on entend par le droit à l'aisance au gouvernement fédéral, et on aura l'occasion de lui en faire part tout au long de la législature. Alors Yves, tu viens nous rejoindre. Chers membres du gouvernement, nous, les témoins du vécu militant du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, nous revendiquons haut et fort le droit à l'aisance. Pour ce, j'ai besoin d'un changement de chapeau. Je deviens devant vous l'épidémie du droit à l'aisance. Le droit à l'aisance, 1. C'est disposer d'une somme d'argent chaque mois qui permette de payer les différentes factures, telles que les loyers, l'eau, le gaz, l'électricité, sans difficulté.
de pouvoir aller acheter la nourriture pour le repas en toute autonomie, sans devoir passer par les restos du cœur ou au colis alimentaire, de payer les frais d'école ou tout autre frais à temps. Et quand on a tout payé, le droit à l'aisance, ben, c'est qu'il reste une petite part pour les loisirs, pour la détente. Offrir un cadeau aux enfants. Et surtout, fêter à Noël quand c'est Noël et pas quand on est remboursé, voyez, j'en bafouille, remboursé donc par les contributions. Pouvoir aller chez le coiffeur, avoir son moyen de transport, savoir le payer. Et puis, si après cela, il reste encore un peu d'argent, épargner chaque mois. Car quand on ne sait pas épargner, eh bien pour un coup dur, quand on ne sait pas faire cela, eh bien, vous voyez, on est déjà pauvre. Eh oui. Alors, continuons, vu que je suis l'épidémie du droit à l'aisance, le droit à l'aisance, c'est de pouvoir se soigner quand il le faut. Et comme il le faut, et que toutes les familles puissent le faire, que les mamans, que les papas ne doivent plus sacrifier leur santé pour arriver à payer celle de leur enfant. Vous êtes d'accord avec moi, Madame Lallieu et Monsieur Vandenbroek, n'est-ce pas? Et le droit à l'aisance, oui, Madame Lallieu, je reviens vers vous. Vu que vous êtes notre ministre de lutte contre la pauvreté, je dois vous dire, c'est avoir un logement salubre qui coûte peu d'énergie et dont le loyer ne mange pas la moitié du revenu du mois. Je vois que vous opinez, Madame Lallieu, vous êtes d'accord. Et vous, oui, nous avons un petit point. Cette épidémie du Covid, Ne pas oublier d'être près du micro. Hein. Cette épidémie du Covid, Monsieur Mathieu Michel, puisque je vois dans vos compétences la digitalisation, bien, le droit à l'aisance est de ne pas souffrir de la fracture numérique. Ah, votre sourire en dit long. Je vois que vous êtes d'accord. N'en souffrons pas. Je suis la fameuse épidémie, je continue. Je peux être pire que le Covid, je vous rassure. Le droit à l'aisance, c'est le droit d'aller vers un emploi, eh bien oui, mais librement choisi et qui intéresse, qui passionne, sans que vouloir choisir ne soit considéré comme un caprice. Le droit à l'aisance, c'est l'angoisse et la peur dans le ventre de ne pas arriver au bout du mois. Ben, écoutez-moi bien, cette peur et cette angoisse, pour ce droit à l'aisance, elle doit, je vois que Madame Mailly opine du chef, elle doit disparaître. Je le sentais qu'elle me le disait. Oui, je continue, je suis cette fameuse épidémie. Le droit à l'aisance, c'est de la latitude financière, plus que le strictement nécessaire à la survie, mais le nécessaire à la vie. Le droit à l'aisance, c'est garder sa créativité, non pas pour remplir le frigo, mais comme moi, comme l'épidémie ici présente, se réaliser dans la vie. Voilà, j'en perds mes mots. Le droit à l'aisance, ah oui, oh, ça c'est le pied. C'est d'avoir des nuits paisibles et sans cauchemar. Ça, c'est de l'aisance, on le réclame. Le droit à l'aisance, c'est de se sentir considéré, de se sentir nécessaire. Tout le monde, comme moi l'épidémie, a ce droit, veut se sentir nécessaire. Vous m'entendez, membres du gouvernement? Et oui, Monsieur Michel, revenons sur la digitalisation. Le droit à l'aisance, c'est le droit d'avoir une vie privée qui ne soit pas sans cesse déshabillée, sans cesse injustifiée, sans cesse contrôlée avec cette numérisation. Le droit à l'aisance, c'est pouvoir s'investir dans la collectivité,
parce qu'on est désencombré de la pauvreté. Mais surtout pour la campagne de cette année, Madame Lalieu, Monsieur Van den Broek, le droit à l'aisance, c'est aussi la sécurité sociale forte que nous défendrons bec et haut au réseau Wallon. Sur ce, je laisse la parole à Madame Maïs. Merci, Yves. Alors, on vient d'entendre de façon forte le combat qu'on veut mener ensemble et qu'on mène ensemble pour le droit à l'aisance, notamment par la sécurité sociale. On va terminer simplement en disant que les personnes qui ont pris la parole aujourd'hui sont déjà nombreuses dans ce défi par rapport au Covid. On est arrivé à s'organiser pour être là ensemble. Elles ont porté des paroles collectives puisqu'elles ont lu soit des textes qu'elles ont elles-mêmes rédigés, soit des textes qui avaient été rédigés par d'autres témoins du vécu militant. Et donc, c'est une parole bien plus importante en quantité, en diversité et en qualité encore qui est derrière tout ce qui a été dit aujourd'hui. Le gouvernement doit l'entendre. Donc, la population, on estime, nous, qu'elle doit avoir droit au chapitre. Et on espère qu'il y aura autant de rencontres qui offriront du dialogue que de solutions pour éradiquer la pauvreté.